Ici, nous sommes sur un talus de chemin de fer. Alors c'est un endroit qui doit être sans doute entretenu de temps en temps, enfin fauché quoi, mais il n'est pas vraiment du tout jardiné, il est libre, c'est l'équivalent d'un délaissé, parce qu'il n'y a pas de jardinage, il n'y a rien de particulier. Et du coup, il y a une grande diversité qui s'y est installée, qui est nettement supérieure à ce qu'on peut trouver juste à côté où on a du gazon tondu. Alors la diversité qu'on rencontre dans un endroit comme celui-ci, elle est tributaire à la fois du délaissement, c'est-à-dire d'un abandon, mais pas d'un abandon total, parce que si on abandonnait totalement, ça deviendrait une forêt. Le niveau climatique, c'est-à-dire l'optimum de végétation dans un endroit comme celui-là, où on a une bonne terre profonde, c'est une forêt. Donc il y a des gens qui viennent, peut-être rarement, mais suffisamment pour qu'il y ait une diversité d'herbacées qui s'installent. Là, on a au moins 3 sortes de graminées. Il y a l'oléum, il y a celui-ci dont j'ai oublié le nom. Enfin, il y en a déjà 3 sous mes yeux. Il y a le salsifis qui est en fleurs et qui est en fruits. Il y a les silènes qui sont ici, par exemple, voilà, et qui vont garder un calice accrescent jusqu'après que la fleur soit fanée. Il y a des arbustes, mais bon, des érables négondos, c'est normal, c'est une plante originaire de cette région. Mais enfin, il y a une plante là-bas qui n'est pas encore en fleurs, entre les liserons qui fleurissent, et qui est un épilobe, qui est une plante qui n'est pas encore en fleurs, parce qu'elle fleurit beaucoup plus tard en été, et qui est devenue cosmopolite dans tous les délaissés. Ça veut dire tous les endroits dont on s'occupe très très peu, mais où il y a besoin mais où il y a de la lumière. Dans une forêt, parce que si on laissait pousser tout, ça deviendrait un bois, il y aurait de l'ombre, la diversité diminuerait. Il y aurait une autre diversité qui s'installerait, mais elle serait moins grande en nombre d'espèces que celle qu'on trouve ici. Dans les climats tropicaux, c'est l'inverse. La diversité est représentée parmi les arbres. Là, les arbres, ce sont des ormes, entre autres, il y a aussi des érables. Et ces ormes représentent une sorte de trésor ici parce qu'ils sont en souffrance dans le monde, surtout en Europe, où il y a un graphium, une maladie qui les attaque et qui les fait disparaître. Ce genre d'espace qui est inséré vraiment dans le tissu urbain, aujourd'hui, il peut être regardé comme quelque chose qui appartient à la ville, qui n'est pas un rejet de la ville, et que politiquement on a décidé comme étant quelque chose de positif, qui n'est pas un jardin, mais qui est un lieu d'accueil à la diversité. Quand c'est regardé comme ça, sous cet angle-là, évidemment, ça prend tout à fait un autre aspect. C'est plus un lieu des mauvaises herbes ou de l'abandon ou des détritus. Donc si on considère que c'est un territoire d'accueil à la diversité, forcément, ça représente un ensemble qui est un patrimoine génétique pour demain. Donc c'est une accumulation de trésors qui désigne véritablement le futur. La question de l'esthétique ici, elle arrive tout à fait autrement que par la résolution plastique. Il y a une esthétique qui vient d'un étonnement sur la diversité, qui vient d'une sorte d'émerveillement, mais aussi qui vient par la compréhension des mécanismes. Par exemple, on comprend le rôle que peut avoir ce chardon, que peut avoir ce liseron, que peuvent avoir toutes ces espèces qui couvrent le sol, qui tiennent la terre. Et à ce moment-là, parce que l'on sait à quoi ça sert ou ce que ça signifie, quelque chose vient et qui fait qu'on y trouve une beauté. Donc évidemment, le regard est complètement changé. Dans un environnement quel qu'il soit un environnement naturel, un environnement artificiel, il y a des interrelations entre tous les êtres qui vivent, et qui sont des plantes, les animaux et les humains. Moi, je ne sépare pas les humains du reste de l'écosystème. Il s'agit donc toujours d'écosystèmes. Quand ce sont des écosystèmes très urbains, la nature peut intervenir. Elle peut exister. Dans la fissure d'un mur, on peut trouver des tas de choses qui poussent. On peut trouver des insectes et des oiseaux qui viennent. Tout à l'heure, j'ai vu des mouettes qui se battaient sur un morceau de pain. Bon, c'est un animal présent absolument dans la ville. Les goélands sont devenus quasiment urbains. Ce sont des animaux, comme certaines plantes aussi, qui se déplacent en même temps que nous nous déplaçons. Dans un écosystème qui est en dehors de l'emprise humaine,
toutes les énergies se font entre seulement les plantes, les animaux, bien sûr. Et aussi le climat, le sol, enfin tout, absolument tout interagit. En vue d'un équilibre où il n'y a pratiquement, enfin, c'est pas en vue puisqu'il n'y a pas de finalité là-dedans, mais créant un équilibre, réalisant un équilibre où il y a rarement, ou très très rarement, une espèce qui prend le dessus. L'intervention humaine, dans beaucoup de cas, crée des traumatismes, des interruptions de ces chaînes de prédation, de ces relations entre les êtres, et ça déséquilibre les systèmes. Alors nous qui savons ça, puisque nous étudions ces questions, je veux dire nous les humains, puisque nous avons conscience de ça, nous avons tout intérêt à faire en sorte de réparer les mécanismes chaque fois qu'il est traumatisé. Le rôle de l'homme dans son environnement, c'est de comprendre comment il fonctionne pour pouvoir continuer à faire qu'il fonctionne. C'est en somme, puisqu'il est tributaire de la diversité, comment il peut, puisqu'il le doit, exploiter et intervenir sur la diversité en l'exploitant, il est tributaire de cette diversité, sans détruire cette diversité, ni les mécanismes qui interagissent entre les êtres représentants de cette diversité. En général, la façon dont je procède, c'est pas de théoriser ex nihilo, mais de théoriser après une pratique. Je suis quelqu'un de pragmatique, j'ai mon jardin qui m'a pratiquement tout appris, et c'est à partir de lui, c'est-à-dire de l'expérience, que je vois comment on pourrait extrapoler, se servir de ces éléments-là, en théorisant, donc en passant par la théorie, pour les appliquer à des échelles différentes, dans des lieux différents, des contextes sociaux qui sont différents. Donc en gros, je fais une théorie après avoir expérimenté. Et l'essentiel de ce que j'ai pu découvrir, entre autres choses qui aboutissent à des principes conceptuels, c'est, d'un point de vue méthodologique ou de la direction de la pensée, c'est faire le plus possible avec et le moins possible contre. Parce que faire avec, c'est aller dans le sens d'une énergie qui nous est proposée par la nature. Elle est là. C'est-à-dire que c'est une énorme économie que de se servir de cette énergie-là en la dirigeant, en l'infléchissant un tout petit peu quand c'est absolument indispensable pour nous, mais sans aller contre. Parce qu'aller contre, c'est arriver, comme on le voit aujourd'hui dans certains jardins, il y a des jardiniers qui ont des casques, des masques, des râteaux, évidemment, mais plutôt des armes pour couper, pour tailler, pour faucher, des choses qui tuent, des produits toxiques, des choses terribles. Ce sont des sortes de militaires qui vont à l'assaut de la nature, ils vont contre elle, parce qu'ils ne la comprennent pas, parce qu'ils ne voient pas comment ils pourraient aller avec. Donc leur seule façon de faire place nette, c'est de réduire tout à la géométrie et à ce qui a l'air propre, entre guillemets, mais qui biologiquement n'a aucun sens, pour pouvoir y trouver sa place. C'est quelque chose qui traduit encore une fois la terreur de l'homme face à quelque chose qu'il ne comprend pas, qui est la nature. Mais aujourd'hui, on a tout de même fait beaucoup de progrès dans ce sens de la compréhension de la nature et on devrait pouvoir commencer à accepter l'idée qu'il y ait un foisonnement, une imbrication et quelque chose qui se résume par un ensemble énergétique fort. Oui, on utilise dans notre vocabulaire, notre langage pour nommer ce qui nous entoure, toutes sortes de mots qui veulent dire des choses qui sont quand même extrêmement différentes les unes des autres et qui demandent à être définies, si tant est qu'on puisse donner des définitions. Nature, environnement, jardin, paysage sont des termes très très distincts. Moi, je prends une position par rapport à la question du paysage en disant qu'il s'agit de quelque chose qui est pratiquement indéfinissable dans la mesure où c'est lié à l'affect, c'est-à-dire à la sensibilité, à la culture de chacun, avec une capacité à lire quelque chose qui est tributaire de la façon dont il a été élevé, c'est-à-dire comment il a appris à lire. Si on met un Canadien et un Néo-Guinéen devant ce paysage très vert, on aura une lecture extrêmement différente. En particulier, le Néo-Guinéen, il dira que c'est pas vert, mais que c'est amer, parce que le vert est pour lui associé à l'amertume. Et donc, la différence culturelle d'interprétation du paysage est considérable. Alors, on ne peut pas dire. Donc, c'est quelque chose d'intime, au fond. Le paysage, c'est ce qu'on a en mémoire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on garde dans la mémoire après que l'on ait regardé quelque chose qui nous a frappé. C'est donc ce qui touche notre intime, c'est notre émotion.
L'environnement, c'est le contraire. C'est quelque chose qui est perçu avec une distance absolue et objective, que tout le monde peut partager sur tous les continents. On peut mesurer le pH du sol, le décibel, je ne sais pas, le bruit, enfin, toutes cette sorte de choses, de la même façon dans n'importe quel pays du monde. Autrement dit, là, on a une sorte d'espéranto technique qui est échangeable et tout le monde peut communiquer sur ce plan et se comprendre. La nature, alors là, ça, c'est un mot qui est utilisé absolument par tout le monde, de toutes sortes de façons, et qui est très mal compris probablement. Isabelle Stengers dit que ce mot-là a été créé par les Grecs anciens pour justement prendre une distance et supprimer, enfin enlever cet ensemble d'êtres qu'ils voulaient étudier d'une manière un peu scientifique au panthéon des dieux, à tout un monde de superstitions, pour pouvoir avoir justement un regard objectif, c'est-à-dire s'en aller vers la science. C'est à ça qu'a servi le terme de nature, qui nous a d'ailleurs distanciés progressivement, parce qu'à chaque fois qu'on a eu des outils pour le mesurer, comprendre, c'était des outils qui nous mettaient à distance. C'était des microscopes, c'était des lunettes astronomiques, des choses de ce genre. Et la nature est devenue quelque chose de si distant que nous avons fini par imaginer que c'était quelque chose qui était même sous notre domination. Ainsi que le dit bien d'ailleurs, toutes sortes de croyances, de mythes, et nos bases culturelles sont assises pratiquement sur cette idée-là. L'écologie, l'avènement écologique brise cette vision et nous rapproche beaucoup plus du monde animiste qui nous rend amis et équivalents de ces êtres vivants que des polythéismes et des monothéismes qui, au contraire, nous mettent à distance. Mais le mot nature est, lui, bien plus à la rescousse des civilisations religieuses d'aujourd'hui qui dominent le monde qu'elle ne le serait de civilisations animistes pour qui ça ne veut rien dire, puisqu'ils font partie de la nature. Donc ils n'ont pas besoin de ce mot, du tout. Le mot jardin, c'est très particulier. C'est un terme qui est désigné, qui est créé pour désigner l'enclos. Ça vient de Garten qui veut dire l'enclos. Donc déjà, c'est un lieu qui est un lieu qui est fermé, surveillé et qui accumule, où l'on accumule le meilleur que l'on garde sous sa surveillance. C'est véritablement quelque chose de précieux, où le meilleur est là en tant que plantes, fleurs, fruits, légumes, gestes, art de vivre, enfin, manière de penser et de regarder le monde. Ça se cristallise ici. Et le jardin, à mon sens, est le seul endroit, il n'y en a pas d'autre, seul territoire de rencontre de l'homme avec la nature où le rêve est autorisé, où l'homme a le droit de raconter son rêve. C'est toujours dans les jardins qu'on voit l'idée aboutie de l'expression d'une pensée d'une époque. Bon, stylistiquement, ça se traduit de façon très diverse au fil des temps, mais en tout cas, il s'agit d'idées extrêmement fortes qui traduisent véritablement la manière c'est paradigmatique un jardin. C'est la manière de voir le monde, presque toujours. Donc c'est un rêve. C'est de toute façon un rêve. Et évidemment là, on n'autorise pas le rêve dans l'espace public, c'est trop compliqué. On n'autorise pas dans des espaces de réserve de nature, c'est interdit d'y faire quoi que ce soit. Le seul endroit, c'est le jardin pour faire ce travail particulier qui est artistique finalement, mais qui est complètement idéologique aussi. Et c'est une occasion unique. Donc nous qui sommes invités à concevoir des jardins, parfois, ça nous met dans cette situation de savoir jusqu'où nous pouvons exprimer notre rêve. La nature, puisqu'on emploie ce terme-là, elle est sans arrêt quelque chose qui invente. C'est-à-dire l'ensemble des êtres qui ont capacité à vivre se transforment dans le temps. Mais la rencontre entre ces êtres se fait aussi par un ensemble de messages, ce que Laborit appelle l'échange d'informations. Et à ce moment-là, il y a une réception des messages qui va toujours dans la complexification, c'est-à-dire dans quelque chose de supérieur. Il y a toujours une invention et ça se traduit à toutes sortes de niveaux. Quand moi je fais l'observation du brassage planétaire parce que je vois une capucine mexicaine sur un Molenbeekia néo-zélandais en Nouvelle-Zélande, pour moi ça n'est pas un paysage ni mexicain ni néo-zélandais au sens typique, mais pourtant
il appartient à la Nouvelle-Zélande et c'est là qu'il y a eu une invention paysagère. Et je n'aurais jamais retrouvé cette organisation spatiale, cette espèce de scénographie extraordinaire ailleurs. Et tout est comme ça, tout le temps. Sur le plan des hybridations, c'est comme ça. Les orchidées s'hybrident, certaines orchidées terrestres fabriquent des variétés nouvelles. De là à dire qu'on a des espèces tout le temps nouvelles, non. Il y en a plus qui disparaissent que d'autres qui apparaissent. Mais sur le plan des comportements, sur le plan des scénographies, donc aussi bien sur le plan physiologique, biologique que sur le plan aspect, c'est-à-dire plastique, il y a sans arrêt des choses qu'on n'avait pas prévues. Et il y a dans la nature quelque chose, comme pour la météo, et on le dit de la théorie du chaos, et ça me plaît beaucoup, d'imprédictible, qui fait qu'on ne peut pas complètement se mettre au devant en disant on va savoir ce qui va se passer demain. On peut seulement projeter, on peut faire des hypothèses, mais on sait qu'elle va déjouer pratiquement toutes les hypothèses que l'on a mises sur pied. Il y a 11 ans maintenant, j'ai acheté un morceau de terrain qui n'était pas du tout un morceau de terrain naturel, mais un morceau de terrain cultivé, un champ, où il y avait une seule espèce de graminée pour un fourrage, pour des vaches limousines. C'est un dactyle. J'ai labouré pratiquement la totalité, sauf une petite bande témoin, et j'ai semé. Donc j'ai vraiment fait quelque chose au départ. Et depuis 11 ans, j'observe. Donc là, depuis 11 ans, je ne fais rien à part une fauche annuelle. Donc c'est vraiment très très peu d'intervention. C'est un peu comme ici, il y a probablement seulement une fauche annuelle. Et je vois une diversité qui apparaît, qui vient de ce que j'ai semé. Tout n'est pas venu du reste. Une diversité qui était là en place, parce que les graines étaient là, mais elles ne pouvaient pas germer vu que le terrain n'était pas ouvert. Et enfin, une diversité nouvelle qui vient de ce que justement la nature fabrique dans son invention, des oiseaux qui lâchent des graines, de nous apportant des graines sans nous en rendre compte, de tous les animaux, ils jouent un rôle très important, du vent, etc. Et c'est devenu effectivement un endroit divers, où j'ai fait une sorte d'observatoire entomologique qui devient une plateforme un peu perdue dans ce champ comme un radeau, et où on peut se poser pour regarder à distance. J'ai d'ailleurs acheté des jumelles à focale courte pour faire des mises au point sur des plans très rapprochés, de façon à pouvoir observer des insectes à 3 mètres, 1,50 m, mais aussi au fond du champ, qui est très très loin, et d'autres animaux. Donc je fais là des comptages, qui sont des comptages botaniques et entomologiques, parce que j'estime que tout le monde entomologique est un maillon extrêmement important. Tout ce qui se passe en amont et en aval des insectes conditionne notre environnement. On ne porte pas assez attention aux insectes, et d'autant moins d'ailleurs qu'on utilise énormément de produits de traitement dramatiques et qui interrompent toutes ces chaînes, on tue beaucoup d'animaux. Donc le champ est pour moi à la fois un territoire d'observation et un territoire du futur, mais en même temps c'est un support à des projets. Ça veut dire que c'est un lieu sur lequel je peux faire venir des gens pour leur dire voilà ce qu'on peut faire à moindre coût. Là pour le coup on est dans une énergie qu'on utilise, qu'on oriente très très peu. Il y a une fauche par an et quelquefois un sentier qui est dessiné à l'intérieur pour s'approcher d'une plante qui vient d'arriver et que l'on a envie d'aller voir sans abîmer le reste. Quelque chose comme une matrice qui évolue très lentement, que j'observe et dans laquelle j'essaye de faire le moins de dégâts possible.